L'international, nous sommes là, mesdames et messieurs, et aujourd'hui nous allons parler du plan Marshall. Le plan Marshall, vous savez, c'est ce plan qui a permis à l'Europe de se redresser après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et aujourd'hui, un des candidats à la présidence de la République nous propose un plan Marshall pour sauver la République démocratique du Congo. Vous l'avez sans nul doute deviné, c'est Noël Tchani, et avec lui nous allons essayer, c'est l'international, d'avoir un peu les différences entre le plan Marshall original qui a sauvé l'Europe et le plan Marshall qui va sauver la RDC. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Noël Tchani. Je suis très content d'être ici. Marshall, nous commençons d'abord par ça, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est qui Marshall? Quel est son prénom? C'est qui Marshall en fait? Oui, George Marshall. Ah, c'est George. George Marshall était secrétaire du Trésor aux États-Unis d'Amérique, et il fut aussi un moment secrétaire, donc ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État aux États-Unis, juste après. Je ne connais pas le président, mais c'était immédiatement donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, j'ai une particularité parce que c'est la petite fille de George Marshall, qui s'appelle Catherine Marshall, qui m'avait recruté à la Banque mondiale. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai nommé ce plan, le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de la RDC, mais la raison pour laquelle j'ai utilisé cette terminologie, c'est parce que le plan Marshall original était conçu pour les pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Les pays européens étaient détruits par la guerre. Les infrastructures de base n'existaient pas. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Les chemins de fer étaient bombardés, les routes étaient détruites. Et il y avait la famine. Hein, la famine était partout, la situation sociale était inacceptable, le chômage était très élevé. Alors, j'ai pensé que la situation de ces pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale, est pratiquement similaire à celle que traverse la République démocratique du Congo. Vous savez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a connu plusieurs guerres civiles, plusieurs rébellions. Et la situation que nous avons aujourd'hui, elle est totalement similaire à celle qu'ont connue ces pays européens. Quelle est la situation aujourd'hui au Congo? Le chômage représente 85% de la population active. Littéralement, tout le monde est au chômage. Et ceux qui travaillent ne sont même pas payés. Et quand ils sont payés, ils ne sont pas payés correctement. Les infrastructures de base sont totalement détruites. Les routes, les chemins de fer n'existent littéralement pas. Personne ne peut partir d'une province à une autre en un temps record. Ils ne sont pas interconnectés en fait. Ils ne sont pas interconnectés. Nous avons 26 provinces mais qui se comportent comme des États indépendants. Donc je pense le tissu industriel, il est totalement détruit. Il y avait beaucoup d'entreprises donc dans ce pays qui employaient beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, toutes ces entreprises ont fermé ou bien sont allées donc après en faillite. Les pillages, si je ne me trompe pas aussi. Voilà, des pillages sont ajoutés à cela. J'ai pensé que les réformes cosmétiques qui sont proposées par la plupart des partis politiques, ces réformes-là pour un mandat de 5 ans ne peuvent pas régler des problèmes structurels que nous avons dans ce pays. Pour régler ces problèmes structurels, nous avons besoin d'une vision de développement qui aille au-delà des mandats présidentiels. Et c'est pour ça que je propose un plan Marshall pour 15 ans. Oui, pourquoi les Américains ont voulu sauver les Européens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné en retour de sauver les Européens? Plusieurs choses. D'abord, c'est le principe de solidarité internationale. Lorsque vous avez vos frères qui sont donc en difficulté, il faut intervenir pour pouvoir donc les sauver. Sinon, qu'est-ce qu'on allait voir? On allait assister à un afflux massif d'Européens vers les États-Unis. C'était une façon de lutter contre l'immigration. Pour rester chez vous, on va vous reconstruire votre pays, vous pouvez vous développer, vivre correctement dans votre pays. Mais au-delà de cela aussi, le développement de l'Europe créait des opportunités pour les entreprises américaines. La reconstruction était faite avec l'importation des matériaux américains. Les entreprises américaines trouvaient des débouchés et il y avait aussi des Américains qui venaient travailler dans les pays européens pour les aider à se reconstruire. C'était pas de l'humanisme à 100%. Il y avait de l'humanisme, mais c'était de l'humanisme aussi avec un intérêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation à l'époque, elle est totalement similaire à celle que nous avons aujourd'hui. Si on veut reconstruire la République démocratique du Congo, vous allez voir que ceux qui vont nous aider à mettre en œuvre le plan Marshall, et je vais revenir là-dessus, vont avoir aussi un intérêt des choses qu'ils vont gagner en nous aidant à mettre en œuvre notre plan Marshall. Noël Tchani, un internaute m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi choisir le nom d'un Américain? Est-ce qu'il n'y a pas d'économistes africains qui ont proposé des plans comme ça ou qui ont aussi des idées brillantes? Pourquoi ne pas mettre en exergue un économiste africain et prendre un économiste américain? J'aurais bien voulu prendre un nom congolais au départ.
Mais j'avais pensé, par exemple, si j'avais appelé ce plan le plan Tchiani pour la RDC. Beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est Tchiani, Noël Tchiani. Beaucoup de personnes allaient se demander, mais est-ce que c'est un plan pour construire un immeuble, un plan pour construire une maison, est-ce que c'est un plan pour développer l'agriculture? Ils allaient se poser beaucoup de questions pour comprendre déjà le contenu du plan. Le mot plan Marshall, aujourd'hui, c'est un terme générique qui veut dire simplement plan de reconstruction d'un pays. En utilisant ce mot-là, je n'ai pas besoin d'expliquer à qui que ce soit. Automatiquement, les gens comprennent qu'il s'agit d'un plan massif de reconstruction. Intellectuelle, en fait, le plan Marshall devient un nom commun. Voilà, et je voudrais aussi donner un exemple similaire. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de frigo. Quand on parle de frigo, c'est une marque. Il y a c'est cette boîte qui contient le froid et qui permet de conserver la nourriture, par exemple, au frais. C'est le réfrigérateur. C'est le réfrigérateur. C'était une marque. Mais c'est tellement utilisé, c'était tellement populaire que ce terme-là est devenu le terme typique pour décrire cette chambre froide qui conserve donc la nourriture, qui donne donc du froid pour préserver donc les biens qu'on ne veut pas donc consommer donc immédiatement. C'est le même concept en réalité. J'ai utilisé le mot plan Marshall pour que les gens comprennent plus facilement, pour des raisons marketing, pour que les gens comprennent plus facilement de quoi il s'agit. Il s'agit d'un plan de reconstruction de la République démocratique du Congo. Mais j'ai voulu y ajouter aussi une dose congolaise. Et cette dose congolaise n'est pas venue de moi. Ça a été proposé d'ailleurs par un journaliste congolais, à son crédit. Parce que tout le monde me disait, on ne peut pas simplement parler du plan Marshall de la RDC comme si c'était un plan conçu par les Américains encore pour la République démocratique du Congo. Il s'agit ici d'un plan conçu par un Congolais, avec la participation de beaucoup de Congolais. Et pour donner cette dose congolaise, nous l'appelons aujourd'hui le plan Marshall de Noël Tchiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et le journaliste, votre collègue, qui avait donné cette idée-là, c'est Bienvenu Bakoumania, qui travaille aujourd'hui pour l'AFP. Coucou à toi, Bienvenu Bakoumania, une plume de la République démocratique du Congo. Alors le plan Marshall, ça va, on dure combien de temps ce plan Marshall? Le plan que je propose est pour une durée de 15 ans. 15 ans, pourquoi? Si vous êtes élu, permettez, on réfléchit ensemble, si vous êtes élu, vous aurez un mandat de 5 ans renouvelable, ça fait 10 fois, ans. ça fera 10 ans. Je croyais les États-Unis, ça fait 10 ans. Alors vous proposez 15 ans. Est-ce que celui qui viendra va accepter ce plan? Exactement, c'est une question excellente. C'est une question excellente. Vous savez, ici, nous voulons régler les problèmes d'un pays. Pour régler les problèmes d'un pays, ça s'inscrit dans ce que j'appelle une vision de développement. Je me suis posé la question de savoir en combien de temps nous pouvons régler les problèmes structurels que nous avons, c'est-à-dire construire donc les routes pour relier tout l'intérieur du pays, construire les chemins de fer pour relier tout l'intérieur du pays, donner de l'eau et de l'électricité à tout le monde à travers le pays, construire ce que j'appelle des villes et des villages modernes à travers le pays. Je me suis posé la question de ça. Industrialiser le pays, c'est-à-dire transformer les matières premières nombreuses que nous avons en produits finis, produits semi-finis pour donner des produits finis donc à la population congolaise, mais également pour les exporter vers l'extérieur. Je me suis posé la question de savoir en combien de temps nous pouvons réaliser tout ça. Le temps réaliste que nous avons estimé est de 15 ans. Je n'ai pas voulu attacher le plan au mandat d'un président. Pourquoi? Parce que quand je suis élu, je vais le faire pendant 5 ans et si j'ai de la chance, si je travaille très bien et j'espère que les Congolais me feront confiance en voyant ce que nous allons réaliser ensemble, je pourrais avoir un deuxième mandat pour un total de 10 ans. Mais dans mon équipe, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas un homme seul. J'ai une équipe, la force du changement. Il y a des jeunes gens qui travaillent avec nous aujourd'hui qui vont apprendre comment ce plan est structuré, comment on le met en œuvre. À la fin de la 10e année, l'un de mes collaborateurs pourra se présenter aux élections. Je ne vais pas désigner un dauphin. Parce que le principe de désigner un dauphin, il est antidémocratique. Vous imposez quelqu'un, qu'il soit compétent, intègre ou pas, sous sanction internationale ou pas, vous imposez un individu. Je vais laisser le jeu démocratique se jouer pour que... Des primaires un peu dans... Des primaires en quelque sorte au sein de la force du changement ou bien de toute la coalition qui va me porter donc au pouvoir. En ce moment-là, on va choisir la meilleure personne possible qui aura maîtrisé le plan Marshall et qui sera en mesure de continuer la mise en œuvre pour les 5 années pour terminer les 15 années. Et le plan Marshall original, ça va durer combien? L'Europe s'est réveillée après combien de temps? Bon, on vient de célébrer aujourd'hui 70 ans depuis le plan Marshall. On vient de célébrer. Et on a célébré ça avec fracas. Pourquoi? Parce que le succès est palpable. L'Europe qui n'existe que de nom, qui était totalement détruite, aujourd'hui l'Europe occidentale s'est mise debout.
Alors, ça dépend des pays. Il y a des coins qui ont été reconstruits beaucoup plus rapidement et des coins qui ont pris donc du temps à se mettre en place. Dans le cas du Congo, je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous développer rapidement. D'où viendront les finances, Peter, pardon, je dis Peter Tiani. Coucou à toi Peter Tiani, où tu te trouves, c'est Noël Tchani, on confond un peu. Noël Tchani, d'où viendraient les fonds? Parce que le plan Marshall original, on sait que le fonds provenait des États-Unis. Alors pour le plan Marshall, on aura l'argent, puisque déjà, avec ces candidats qui nous disent 800 milliards, 100 millions, on ne sait pas d'où ça proviendrait. Pour le plan Marshall de Noël Tchani, l'argent proviendrait d'où? Je vais répondre à cette question, mais vous avez mentionné Peter Tchani. Je voudrais exprimer mon indignation du fait que les droits fondamentaux d'un journaliste soient donc violés par notre pays. Moi, je pense que l'information qu'il a donnée, c'est une information qu'il a obtenue. Et si le Premier ministre avait quelque chose donc à justifier, il faudrait qu'il le fasse en donnant des arguments, plutôt que de faire arrêter un journaliste pour le mettre au silence, pour le silence, qu'est-ce qu'on dit en français? To silence him. Le faire taire, en fait. Pour le faire taire. Donc, je pense que c'est une violation très grave des droits de la presse, de la liberté de la presse, et je souhaiterais que le gouvernement, et particulièrement le Premier ministre Tchibala, puisse montrer de la hauteur en faisant libérer ce journaliste le plus rapidement possible. Car ce qui se passe entache donc la réputation et l'image de la République démocratique du Congo. Maintenant, en ce qui concerne donc comment financer le plan Marshall. Oui. Vous savez, le président Thabo Mbeki avait conduit au Congo une mission de ce qu'on a appelé le panel des experts africains en 2013. À la fin de la mission, ils avaient conclu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entraient pas dans le budget de l'État. Et je vais vous dire qu'en ce moment, en 2013, le budget de l'État était de 9 milliards de dollars. Réfléchissons. Si on dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État, et le budget de l'État est de 9 milliards, ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avons représente environ 15% de ce qu'il devait être. Faisons des calculs inverses. Zolobambi l'a dit aussi, hein, le coulage de recettes, donc c'est déjà connu. Et en plus de ça, vous avez le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption, Zolobambi, qui a dit à plusieurs reprises que chaque année, la RDC perd 15 milliards de dollars et 10 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale et de détournement des fonds publics. Faisons les calculs. Si on additionne les 15 milliards, les 25 milliards et les 85 milliards de revenus qui sont perdus sous forme de détournement des fonds publics, de prédation des ressources naturelles et consorts, en faisant ces calculs, on trouve que la RDC est capable d'avoir un budget annuel qui s'élève à au moins 75 milliards de dollars. Donc, là où nous devons mener la bataille pour récupérer, pour avoir des ressources pour financer le plan, c'est d'abord combattre la corruption, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale, le détournement des fonds publics. En faisant cette bataille-là, nous allons récupérer par an, en moyenne, 45 milliards de dollars sur une période de 15 ans. 45 multiplié par 15 années, vous avez 680 milliards de dollars qui proviendraient des ressources intérieures. Maintenant, le reliquat proviendrait, nous avons actuellement les investissements directs étrangers qui s'élèvent à 3 milliards de dollars. Quand je suis président de la République, avec une bonne vision, un bon leadership, en mettant en place des bonnes politiques, mais surtout un bon environnement des affaires, j'envisage d'augmenter modestement d'ailleurs les investissements directs étrangers de 3 milliards de dollars par an à 5 milliards de dollars. Multiplié par 15, vous avez 75 milliards de dollars qui proviendraient des investissements directs étrangers parce que les gens auraient confiance dans le pays en ce moment-là. Maintenant, le reliquat, nous allons obtenir cela des bailleurs des fonds bilatéraux et multilatéraux. Actuellement, le niveau est de 3 milliards de dollars par an. Pour ne pas endetter le pays, je voudrais maintenir ce niveau-là à 3 milliards de dollars par an multiplié par 15. Nous avons 45 milliards de dollars. Donc la somme de 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la prédation des ressources naturelles, de la lutte contre la fraude fiscale et le détournement des fonds publics, la somme de ce montant de 680 milliards, plus 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers, plus les 45 milliards de dollars provenant des contributions des bailleurs des fonds bilatéraux et multilatéraux totalisent 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre avec succès en œuvre le plan Marshall sur une période de 15 ans. Nous sommes indépendants depuis 1960. Si je ne me trompe pas, sous Mobutu, reculons un peu, on a eu plusieurs plans. Plan quinquennal, plan, je ne sais pas Mobutu, plan Mobutu, tout ça. Quelle est la différence
avec vos plans, avec le plan Marshall que vous proposez. Et avec sous Kabila, nous avons eu, comment s'appelle, 5 chantiers et la révolution de la modernité. Alors, quelle est la différence que vous établissez entre ces différents plans, ou qu'est-ce qui ressort du plan Tchani qui va booster cette économie, puisque après 60 ans, vous voyez où on se trouve, et pourtant il y a eu plusieurs plans aussi conçus par des Congolais qui étaient des éminents professeurs, si je ne me trompe pas. Question excellente. Il y a une différence entre Noël Tchani et le plan que je propose et tous les auteurs de plans antérieurs et les plans même qu'il proposait. La différence est celle-ci. La plupart des plans que vous avez mentionnés, plan Mobutu et consorts, c'était des plans conçus comme des plans à court terme en réalité. On devait les mettre en œuvre dans un mandat présidentiel, comme si les problèmes du pays pouvaient être résolus pendant ce mandat-là. On a manqué la vision à long terme. Je propose, pour une fois, un plan qui va être mis en œuvre sur une période relativement longue. C'est une vision de développement à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans. Pourquoi 15 ans? Parce que j'estime qu'en 15 ans, on aura construit tout le réseau routier, tout le réseau des chemins de fer, on aura construit les villes modernes et les villages modernes, et on peut régler les problèmes structurels tels que le manque d'eau, le manque d'électricité, développer l'agriculture, ainsi de suite. Ça, c'est la première différence. Mais la deuxième différence, c'est l'appropriation même du plan. Les plans antérieurs sont venus des gens qui, une fois qu'ils les ont conçus, ont été remaniés très facilement, très rapidement, donc de leur fonction. Il n'y a pas eu de continuité. Suivi. Vous vous rappelez donc beaucoup des ministres sous le régime de Mobutu, ils faisaient 6 mois en moyenne et ils sont transférés donc ailleurs. Et la plupart du temps, quand ils vont donc ailleurs, ceux qui arrivent ne trouvent même pas donc des dossiers. On recommence donc à zéro. Je voudrais pour une fois amener une expérience qu'aucun des leaders politiques antérieurs n'avait. La continuité dans les affaires. La continuité dans les affaires. Mais aussi, ce plan est conçu par celui qui va devenir le chef de l'État. C'est-à-dire que j'aurais intérêt à mettre en place l'équipe et de m'assurer que cette équipe mette en œuvre le plan pendant la période donc, que je veux, la période donc, de 15 ans. Mais au-delà de ça, il y a une différence particulière. Vous vous rappelez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congo a connu 4 chefs d'État. Je ne fais que répéter ça. Aucun d'eux n'avait été à l'université. Aucun d'eux n'avait terminé l'université. On a connu Kasavubu, Mobutu, Kabila père, Kabila fils. J'ai beaucoup de respect pour chacun de nos chefs d'État antérieurs. Ils ont vécu pendant des périodes relativement donc, différentes de la période d'aujourd'hui. Mais la particularité de Noël Tchani, c'est quoi? Je suis un spécialiste du développement. J'ai aidé plusieurs pays à concevoir des plans de développement similaires. Et comme on a mis en œuvre ce plan. C'est l'international. Aidez-nous. Quel pays, par exemple, vous avez aidé qui s'en est sorti? Donnez-nous un exemple. Est-ce que les gens veulent les exemples pour avoir une idée? Quel pays, par exemple? Voilà. Je voudrais mentionner l'Indonésie. L'Indonésie se trouve donc en Asie. En Asie. 265 millions d'habitants. Et devinez quoi? L'Indonésie, aujourd'hui, a un taux de chômage de moins de 5%. C'est un cas de succès énorme. Je ne dis pas qu'ils sont au sommet de la gloire, ils ne sont pas comparables aux États-Unis, mais ils ont fait des progrès énormes. Moins de 5% de la population sont donc au chômage. Deuxième exemple, je voudrais revenir donc en Afrique pour que les gens puissent comprendre que c'est faisable sur le territoire africain. Les îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest. Ils ont découvert le pétrole au Cap-Vert. Hein? Ça a boosté l'économie du Cap-Vert, le pétrole qu'on a découvert. Non, vous faites la confusion avec la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Mais le Cap-Vert n'a pas beaucoup de ressources. Ah, ok. Sans ressources naturelles, le Cap-Vert a été à mesure d'augmenter le produit intérieur brut par habitant. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, le produit intérieur brut était de $170, $170 comme on dit au Congo. Le Cap-Vert, chers téléspectateurs, c'est à côté du Sénégal. À côté du Sénégal. Montez un tout petit peu. Voilà. Vers là-bas. Le PIB par habitant était de $170. 20 ans plus tard, grâce à la mise en œuvre du plan de reconstruction du pays que moi j'ai aidé à concevoir, le PIB par habitant du Cap-Vert aujourd'hui est de $6 900. Et en RDC, c'est combien chez nous le PIB? RDC aujourd'hui, nous sommes à $800. Le Cap-Vert, sans ressources naturelles, sans beaucoup de gens, est arrivé à avoir un PIB par habitant qui est 10 fois plus élevé que le PIB du Congo. Nous devons avoir honte en tant que peuple congolais. Nous pouvons faire mieux que ça. Alors, je vais vous dire pourquoi le Cap-Vert a réussi. Le Cap-Vert a réussi grâce à un bon leadership politique d'abord. J'ai rencontré plusieurs fois les présidents de la République, successifs d'ailleurs. Tous, ils avaient terminé l'université. L'un des présidents avec qui j'ai travaillé avait étudié à l'université en Belgique. J'ai parlé avec lui français très couramment parce que la langue au Cap-Vert donc est le portugais. C'est le portugais. Voilà. Donc, un bon leadership économique, un leadership politique, je veux dire, mais aussi une bonne gouvernance.
Pendant tout le temps que j'ai travaillé, c'est ce qui nous manque ici. Pendant que j'ai travaillé sur le Cap-Vert, il y a eu un seul cas de corruption que moi je connais. 5 000 $ que quelqu'un était accusé d'avoir détourné. 5 000 $. À peine. Et cette personne a été arrêtée, jugée publiquement, et son gouvernement a perdu les élections à cause de ça. On les a chassés du pouvoir à cause de 5 000 $. Mais à la fin de la journée, on a même découvert que le pauvre type n'avait même pas pris l'argent. Il a été libéré par la suite. Je leur avais dit à l'époque, vous savez quoi, chez moi, les 5 000 $, c'est les matapis qu'on donne donc à quelqu'un pour mettre dans la poche. On ne parle même pas de corruption parce qu'ici, il y a des cas de corruption beaucoup plus graves que ça. Donc, je voudrais que le peuple congolais comprenne que si on a un bon leadership et on a un bon système de gouvernance et qu'on a des institutions qui fonctionnent et qu'on a la rigueur, la discipline, on se met au travail. Nous allons développer la RDC pour dépasser le Cap-Vert de loin. Pourquoi? Parce que nous avons plus de ressources naturelles, plus de gens, la population est plus nombreuse, le pays est plus grand, nous avons plus de potentialités que des petits pays comme le Cap-Vert. Mais je peux mentionner 4 ou 5 exemples encore. Merci, nous avons déjà compris que ça peut marcher. Bon, le plan Marshall, nous essayons de décortiquer. Vous avez mis l'accent sur les routes, hein, que ça soit fait voie de fer, ferry, comment on dit, voie ferroviaire, voie ferrée, merci, les routes et tout ça. Quel est l'impact des routes? Parce que beaucoup de gens ne comprennent deux fois pas l'impact des routes dans le développement d'un pays. Parce qu'on n'en a pas aujourd'hui et on les ressent. Quel est l'impact des routes dans l'économie d'un pays? Les routes et les voies ferrées permettent d'abord de connecter tout le pays pour que nous devenions réellement un pays, parce qu'aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Noé Tchani, les Belges l'avaient fait à un moment, quand on a étudié ça en géographie, quand ils mettaient les voies ferrées, et puis quand ça n'allait pas, il y avait la voie fluviale et tout ça. Exact. Mais l'économie était peut-être beaucoup plus extravertie, c'était pour faire sortir les matières premières. Quelle ce sera la différence entre... La différence entre cette politique-là et ce que je propose aujourd'hui, c'est que d'abord, les routes et les voies ferrées vont permettre de connecter toutes les 26 provinces du pays. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible aux Congolais d'aller d'une province à l'autre. Je connais des gens qui sont nés dans un village, qui grandissent, qui vieillissent et qui meurent dans son village sans aller donc dans le village à côté par manque de route. Nous allons permettre donc à tous les citoyens congolais de se déplacer facilement. C'est-à-dire que quand vous êtes né à Banana ou Bakongo, vous pouvez aller à Kisangani en 2-3 jours en voiture ou bien prendre le chemin de fer. Il n'y aura pas de restriction. Combien de kilomètres de voie ferrée à peu près? Le total, je ne voudrais pas donc avancer le chiffre, donc... mais nous avons la carte, voilà, nous avons la carte, je voudrais peut-être qu'on puisse projeter la carte, comme ça les gens vont voir l'idée. Expliquez un peu comment vous allez interconnecter, parce que chez nous, il y a les fleuves, il y a les forêts, il y a la géographie. Oui. Peut-être un élément qui rend défaveur de la construction de ces voies ferrées. Non, pas du tout. Vous savez que j'ai été au Japon tout récemment. Et quand j'étais au Japon, j'ai vu moi-même de mes propres yeux comment on peut partir donc d'une ville à l'autre, d'un État à l'autre, à l'intérieur du même pays. Quand il y a donc des montagnes, soit on casse la montagne, on entre à l'intérieur. Si on veut la préserver pour des raisons environnementales, on contourne la montagne, la route continue. Et on arrive donc à destination sans aucune restriction. En plus de cela aussi... Les montagnes, les fleuves ne sont pas du tout... en plus de cela, lorsqu'il y a donc des fleuves, où il y a donc de l'eau, on place donc des pilons, on met les ponts, on construit la route et parfois vous pouvez conduire pendant 1 heure ou 2. Au-dessus donc du fleuve, au-dessus de l'eau, parce qu'il y a des pilons qui soutiennent donc la route ou l'autoroute qui a été conçue. Donc ça, ce n'est pas un problème. La technologie moderne permet aujourd'hui de construire donc des routes qui partent de Banana au Bas-Congo, arriver jusqu'à Kisangani, partir de Sakania au bas du Katanga, jusqu'à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine, partir donc du centre de la République, sortir du Kasaï, du Grand Kasaï. Vous faites rêver les Congolais, est-ce que c'est faisable? C'est faisable, je l'ai vu moi-même, c'est faisable. Je suis allé, je voudrais dire à mes compatriotes, quand je suis allé présenter le plan Marshall au Japon et puis en Chine, les Japonais par exemple, il y avait des jeunes ingénieurs dans la salle. Quand j'explique ça, ils me disent, vous savez quoi, nous sommes prêts à venir vous aider à construire tout cela parce qu'on voudrait faire partie de l'histoire. Tout le monde voudrait participer à la mise en œuvre. On a étudié le plan Marshall européen. On voudrait participer à la mise en œuvre d'un plan Marshall africain, un plan Marshall donc au niveau du Congo. Et je voudrais aussi attirer l'attention de mes compatriotes sur autre chose. Quand j'ai présenté ce plan dans d'autres pays africains, en Angola, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, beaucoup d'Africains m'ont dit, vous savez quoi, ce plan devait être le plan Marshall africain.
Pourquoi? Parce qu'il voudrait que ça commence par la RDC, qu'on puisse faire le prolongement de ces routes, de ces chemins de fer vers d'autres pays aussi pour relier toute l'Afrique. L'Afrique n'est pas connectée. Donc l'Afrique est disposée à accepter ce plan comme étant un plan africain. J'ai été invité aussi à aller parler au Parlement panafricain. C'est un parlement qui regroupe donc tous les pays africains. Pourquoi? Parce qu'on trouve que ce plan pourrait être élargi à d'autres pays. J'ai été invité à l'Union africaine, à Addis Abeba, par le président de l'Union africaine, Moussa Faki, que je connais très bien d'ailleurs. On trouve que ce plan, c'est une innovation. C'est quelque chose qui peut permettre à d'autres pays de pouvoir se connecter à la République démocratique du Congo et de constituer un marché intérieur important. Mais vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça peut réaliser pour les Congolais? Pour les Congolais, la connectivité donc des provinces, la première chose. La deuxième chose, on va créer un marché important. Nous avons 87 millions, un marché intérieur. Nous avons 87 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas un marché de 87 millions. Quand vous produisez du maïs au Bas-Congo, vous le consommez au Bas-Congo, vous ne pouvez pas le vendre à Kisangani ni à Kinshasa. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un marché intérieur de 87 millions. Imaginez pour les petites et moyennes entreprises, comme la Chine, quand vous produisez un bien, vous pouvez le vendre pas simplement aux gens de votre province, mais aux 87 millions de Congolais qui constituent la population de la RDC. Donc il y a des économies d'échelle qui peuvent être réalisées. Mais au-delà de ça, je veux aussi que les Congolais comprennent une chose, c'est que le Congo a 9 voisins. Avec nos 9 voisins, nous avons une population combinée de 280 millions d'habitants. En construisant donc ces routes et ces autoroutes intégratrices, des chemins de fer intégrateurs qui relient toutes les provinces, mais qui relient aussi la RDC aux autres pays limitrophes. Nous pouvons alors exporter nos produits, et nous allons produire ici en République démocratique du Congo à 280 millions de gens qui habitent la RDC, mais également les pays limitrophes. Mais au-delà de ça, l'objectif ultime devrait être de viser le marché africain. L'Afrique a une population combinée de 1,4 milliard de personnes. C'est un gros marché. Donc, si chaque entreprise congolaise qui va produire peut viser à vendre ses produits à 1,4 milliard d'Africains, eh bien, nous allons devenir une économie prospère. On va créer des emplois pour nos gens. C'est ça l'objectif du plan Marshall. À part les routes, il y a quoi dans le plan Marshall? Dans le plan Marshall, il y a pratiquement tout ce qui nous manque aujourd'hui. D'abord, nous allons créer les conditions de paix et de sécurité en réformant l'armée, la police, les services de sécurité, pour que les Congolais soient sécurisés. Parce qu'on ne peut pas se développer tant que nous sommes tués pratiquement tous les jours. Nous vivons dans une insécurité donc totale. Donc le plan Marshall vise à réformer l'armée, la police, les services de sécurité pour les rendre plus républicains, moins liés à un individu, des services qui seraient là pour protéger le pays, protéger donc les Congolais. Ensuite, nous allons mettre en place un état de droit fonctionnel. Aujourd'hui, la justice congolaise... Il y a eu une réforme de l'armée, hein, dernièrement. Bon, je regrette cette réforme de l'armée, elle est sur papier. Aujourd'hui, les Congolais sont massacrés tous les jours et je ne vois pas où se trouve cette armée-là. Et d'ailleurs, on utilise même les armes de l'armée congolaise, de la police congolaise pour tuer les Congolais. Donc nous devons réformer l'armée, la police, pour que ces services deviennent réellement républicains, au service du peuple congolais plutôt qu'au service de quelques individus pour opprimer donc la population congolaise. Au-delà de ça, nous allons mettre en place une administration publique fonctionnelle. Aujourd'hui, l'État congolais n'existe que de nom. L'État n'est pas là pour rendre les services à la population ou n'est pas à la hauteur d'être ce que j'appelle un État capable. Je donne l'exemple dans la ville de Kinshasa. Vous voyez partout des poubelles qui s'accumulent. Où se trouve l'État? Nous devons réformer l'État, l'administration publique, pour que les services élémentaires que doit rendre un État dans un pays moderne puissent être disponibles à la population congolaise. Exactement, ramasser la poubelle, ainsi de suite. Au-delà de ça, nous allons investir dans la bonne gouvernance. Je vous ai dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ce que nous devons faire n'est pas aller pleurnicher auprès de la Banque mondiale, auprès de n'importe quelle institution. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit de vous poser aussi cette question, sans vous interrompre, c'est ça la dynamique de l'émission. On m'a dit, vous travaillez dans ces institutions, vous avez travaillé dans une de ces institutions, et aucun pays du monde n'a été développé avec l'aide de ces deux institutions, soit la Banque mondiale ou le FMI. Est-ce vrai, Noël Tchèque? Je vais répondre à cette question, mais laissez-moi finir d'abord ce que le plan Marshall peut faire pour la RDC. Je dis qu'on va réformer la gouvernance pour capter toutes les ressources publiques, les mettre dans les caisses de l'État, utiliser ces budgets-là, gonflés, pour financer les projets de développement dans tous les domaines. Au-delà de cela, ce qui est important aussi pour la population congolaise, c'est le développement des ressources humaines. Aujourd'hui, l'éducation congolaise, elle laisse trop à désirer. Il y a des gens qui terminent les universités qui ne savent ni lire ni écrire. Nous allons investir massivement
dans l'éducation pour la réformer, cette éducation, afin qu'elle soit vraiment disponible à tous les Congolais. Combien vous prévoyez dans le budget? 20, 30%, 40% dans l'éducation? Ça dépendra. Vous savez, sur une période donc de 15 ans, on ne peut pas allouer le même montant ou le même pourcentage. Ce sera changeant en fonction des années. Quand on atteint certains objectifs, on réoriente les ressources donc vers d'autres secteurs, d'autres priorités. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons déjà rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants congolais. Ça l'est déjà, le primaire ici? Non, ça c'est en théorie. Ça c'est en théorie. Tout est en théorie en RDC. Mais en théorie, mais on sait très bien, il y a des enfants qui viennent pleurer tous les jours pour demander qu'on leur donne de l'argent parce qu'ils ne sont pas à mesure donc d'aller à l'école. Donc nous allons rendre l'enseignement primaire et secondaire gratuit et disponible, accessible à tous les enfants congolais. Mais quand les enfants vont à l'université, je voudrais que ce pays assume ses responsabilités, qu'il fasse ce qu'il a fait pour moi. Qu'on donne la bourse d'études à tous les enfants qui vont à l'université, qui sont de conditions modestes d'ailleurs. Dans un pays où 85% de la population active est au chômage, ces enfants-là viennent des familles modestes, viennent des familles qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail. Si on ne peut pas donc les aider à payer les bourses, à travers le système de bourses d'études, on les enlève donc de l'université et nous avons tout plein de gens qui sont dehors là, qui ne savent pas comment s'insérer dans la société parce qu'ils n'ont pas étudié. On développe la théorie des chances et l'Okopamba. Sans étudier, on peut devenir n'importe qui. Nous voulons développer la théorie donc de la méritocratie, où les enfants vont étudier, terminer, devenir compétitifs, non seulement à l'intérieur du Congo, mais aussi sur le marché international avec d'autres Africains. Est-ce que nous le sommes aujourd'hui? Nous ne le sommes pas du tout. Je vous donne l'exemple. Il n'y a pas des Congolais qui brillent ailleurs. Il y a des Congolais, il y a des cas exceptionnels, mais je souhaiterais que ça devienne une règle générale. J'ai passé plusieurs années à la Banque mondiale. Vous savez, mais il y a quand même des Congolais là-bas. Très peu de Congolais donc à l'international, très peu. Alors, moi je souhaiterais que nous puissions développer des ressources humaines pour qu'elles puissent envahir toutes ces institutions internationales, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, comme le font les Nigérians, les Ghanéens, les Sénégalais. Ils sont très nombreux. Regardez par exemple le Rwanda. Le Rwanda n'était pas l'un des pays fondateurs de la Banque africaine de développement. Il a réussi à pouvoir placer un Rwandais président de la Banque africaine de développement, alors que le Congo démocratique, qui était l'un des pays fondateurs de la Banque africaine de développement, n'a jamais eu un président de la Banque africaine de développement. Nous avons manqué de vision et nous avons manqué de diplomatie. C'est comme pour la francophonie, c'est comme pour l'Union africaine, c'est toujours comme ça. Nous, on n'est jamais là. Voilà, donc nous devons faire, regardez la francophonie. Nous sommes je pense que nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Francophone, c'est ça? Oui, nous sommes l'un des pays, je confonds francophone et anglophone. Les pays francophones du monde. Et on vient d'avoir donc secrétaire général. Le choix du secrétaire général, aucun Congolais n'était même en liste, n'était même considéré. Lorsque je serai président de la République, une des politiques que je voudrais avoir sur ma table tous les jours, c'est de placer les Congolais dans les institutions internationales. Les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, la Banque africaine de développement, la francophonie, toutes ces organisations internationales, on va les saturer avec les Congolais, mais qui seront bien formés, bien entraînés, capables de représenter donc le pays valablement à travers le monde. Répondez à ma question par rapport au développement, par rapport à ces deux institutions. Oui, maintenant, en ce qui concerne, j'ai dit, vous savez, pendant 28 ans, j'ai travaillé à la Banque mondiale. Et je voudrais dire à tous mes compatriotes que personne à la Banque mondiale ne m'a jamais dit n'allez pas développer ce pays. Bien au contraire, on a mis pression sur moi, tout comme sur les autres fonctionnaires de la Banque mondiale, pour aider les pays à réaliser des objectifs bien spécifiques. Mais la difficulté que nous avons rencontrée pendant cette période-là, c'est que la plupart du temps, vous avez en face de vous des leaderships qui sont incompétents. Les leaderships donc du pays, je veux dire, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui attendent que la Banque mondiale, le Fonds monétaire ou bien les organisations internationales viennent leur dire ce qu'ils doivent faire. Ça ne marche pas comme ça. Je vous ai donné l'exemple du Cap-Vert. Moi, j'ai assisté à un événement que je voudrais partager avec tout le monde ici. Le gouvernement du Cap-Vert est venu négocier un crédit à Washington. On négocie avec nous. On a négocié jusqu'à 3 h du matin. Et quand on termine, ils prennent les papiers, ils envoient l'accord de crédit, comme on appelle, ils envoient chez eux pour que ce soit examiné par les parlementaires, le président de la République et tout le cabinet, tout le gouvernement. Après qu'ils aient examiné, ils ont dit à la Banque mondiale, vous savez quoi? Vous devez annuler ce crédit-là, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que nous estimons que ça ne va pas résoudre un problème spécifique chez nous. Ce que nous voulons, c'est 1, 2, 3, 4. Si vous voulez donner du crédit, donnez-nous un crédit pour faire ce que nous voulons, pas ce que vous pensez est bon pour nous. Le petit Cap-Vert qui dit ça à la Banque mondiale, quand est-ce que la RDC va s'élever pour pouvoir dire la même chose aussi?
Donc, je voudrais vous dire que le tout commence par la qualité du leadership au niveau national. Si vous avez des gens qui comprennent ce qu'ils font, qui ont une vision de développement, j'ai une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction, le développement de la RDC. Pour mettre ça en œuvre, je vais être très regardant. Tout ce que je peux obtenir de la communauté internationale, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne, je vais me poser la question, est-ce que ça me permet de réaliser les objectifs donc, du plan, de la vision? Si ce n'est pas le cas, gardez votre argent. Donc, la qualité du leadership, la qualité de gouvernance, mais aussi, je peux dire, donc, la vision, la compétence des autorités locales sont des éléments importants pour le succès de tout ce que nous pouvons faire avec les bailleurs de fonds. Vous avez parlé aussi de développement des villes, des secteurs, nous avons des cartes pour ça. Essayez d'expliciter encore qu'est-ce que ça va apporter par rapport aux villes et au développement des... Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. 26 provinces. Quand vous allez dans ces provinces, je vais mentionner la province du Bandundu, par exemple Kenge ou la ville de Gungu. Quand on dit la ville de Kenge, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il y a comme ville là-bas? Et je ne veux pas minimiser, je donne juste un exemple. Exactement. Si vous préférez, je peux parler d'Nganajika, comme ça personne ne va se sentir insulté. Ok. Voilà, je vais prendre Nganajika, ma ville natale. Ok. On parle de la ville de Nganajika, mais qu'est-ce qu'il y a à Nganajika? J'étais né là-bas, j'ai grandi là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de services élémentaires, il n'y a pas de services de collecte de poubelles. Quand vous arrivez, Nganajika aujourd'hui ressemble à une poubelle parce que c'est une ville qui n'a jamais été entretenue, qui n'a jamais été construite d'après les règles de l'art. Ce que je propose aujourd'hui pour Nganajika, mais également pour toutes les autres villes et les autres villages de la RDC, nous avons sélectionné 243 sites à construire en villes et villages modernes. Ce que je propose, c'est qu'on amène des routes, des chemins de fer. Quand je dis des routes, c'est-à-dire autoroutes qui passent par là, ou bien qui passent à côté pour qu'on soit en mesure donc d'arriver dans cette ville donc facilement. Mais qu'on construise maintenant d'après un plan architectural que j'ai sélectionné, que nous avons élaboré avec la participation d'architectes congolais mais également internationaux. Ce plan architectural présente la ville de Nganajika comme ceci. À part les routes, on aura des quartiers résidentiels où il y aura des maisons modernes construites donc en briques cuites au-dessus avec des tuiles, là, comme on a en Afrique du Sud. 4-5 chambres à coucher. Dans cette maison, il y aura de l'eau, de l'électricité, il y aura le téléphone, et on va y amener donc des services modernes. Comme besoins primaires, vraiment. Des besoins primaires. Donc, les cuisines, tout sera construit donc d'après les plans modernes aujourd'hui. Maintenant, au-delà donc de quartiers résidentiels, Nganajika, c'est une ville agricole. On fait l'agriculture. Nous allons, au lieu de faire l'agriculture manuellement, où chacun a son petit champ, nous allons mécaniser l'agriculture. C'est-à-dire, il y aura ce que j'appelle des coopératives qui vont garder des tracteurs appartenant à toute la ville. Un peu genre Kolkhoz à l'époque, à l'URSS. Exact, exact. Mais ce n'est pas, il ne faudrait pas utiliser l'exemple de l'Union soviétique parce que ça n'a pas réussi. Mais ici, ce sera donc des coopératives privées qui vont avoir des tracteurs ou des engrais chimiques et d'autres équipements que les fermiers pourront donc louer pour pouvoir donc cultiver. Si bien que si aujourd'hui vous êtes un fermier et vous avez 2 hectares de terre pour faire l'agriculture de maïs et de manioc, maintenant parce que vous avez des tracteurs qui vont vous permettre de mécaniser donc vos activités, vous pourrez maintenant avoir 1000 hectares. En ayant 1000 hectares, vous louez les tracteurs, en 2 jours, ils ont terminé donc le travail, vous allez les remettre là-bas à la zone donc d'intérêt commun, et cette zone maintenant va louer à quelqu'un d'autre. Si bien qu'à la fin de la journée, on va augmenter la production agricole considérablement. En augmentant la production agricole. Un peu comme Bukangalonzo. Moi, non, Bukangalonzo, non, ça c'est vraiment... Ça a été donc une escroquerie au niveau national. Je ne voudrais pas donc entrer dans ça. Mais nous allons faire donc une activité qui est transparente, qui sera financée de façon transparente, où les propriétaires donc des terres vont conserver donc leur titre de propriété. On ne va arracher des terres à personne, comme on l'a fait donc du côté de Bukangalonzo et consorts. Donc, une fois que nous faisons ça, la production agricole sera augmentée considérablement. Maintenant, parce qu'on a augmenté la production agricole, vous vous rappelez qu'on a multiplié donc les routes, on a construit les routes, les chemins de fer. Au lieu donc de produire en Nganajika et conserver en Nganajika, maintenant un produit d'Nganajika peut être vendu au Bas-Congo, peut être vendu à Kisangani. On va l'acheminer facilement à travers les routes et les chemins de fer. Mais entre-temps aussi, toujours en Nganajika, on va avoir une zone industrielle où on va attirer des entreprises agroalimentaires qui vont venir acheter la production de la part donc des fermiers, les mettre donc en conserverie, la transformation, et une fois qu'on a transformé, on peut exporter maintenant le produit fini vers d'autres provinces de la RDC, vers les pays africains, mais également vers l'extérieur.
Au-delà de ça, nous allons développer des cités administratives. Ngandajika que j'avais laissé, c'est Ngandajika qu'il y a aujourd'hui. L'État n'existe que de nom. Nous allons construire des bâtiments administratifs, les cours et tribunaux, les bâtiments de la police, tout ce qui est service d'état civil. Donc, tout ce qui est service administratif va être construit à partir de zéro. Au-delà de ça, à part la cité administrative, nous allons construire une zone que j'appelle d'activités socio-culturelles, c'est-à-dire des bibliothèques. Il n'y a jamais eu une bibliothèque en Ngandajika. Je vais amener une bibliothèque là-bas, bibliothèque provinciale ou bibliothèque donc de la ville. Où les enfants peuvent aller lire, peuvent jouer à l'internet, peuvent apprendre donc certaines choses que l'État peut mettre à leur disposition. Nous sommes vraiment, la télé c'est le temps, dommage, mais les mines, on n'a pas parlé des mines. Quel l'impact des mines voilà, mais ce que je voulais dire, il faut que les gens comprennent que je ne vais pas faire ça simplement pour Ngandajika. Nous avons sélectionné 243 villes pour répliquer ce modèle-là dans toutes les provinces. Donc nous allons moderniser la RDC, pas une province, mais toutes les provinces donc de la RDC, créer les mêmes conditions de vie pour tous les Congolais, bâtir en quelque sorte ce que les pères de l'indépendance ont appelé bâtir un pays plus beau qu'avant, mais moi j'ajoute où il fait bon vivre partout. Parce qu'en ce moment-là, les conditions de vie en Ngandajika seront les mêmes qu'à Kisangani, à Bunia, ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne l'industrialisation. Surtout les mines, hein, la transformation de nos minerais, c'est ça qui pose problème. Voilà. Avec Glencore qui vient tout à l'heure de stopper la... Par rapport au cobalt, vous avez suivi, ils ont dit qu'il y a de l'uranium dans notre cobalt. Nous dépendons aujourd'hui de l'approbation vraiment de la communauté internationale. Encore une fois, nous avons manqué de vision dans ce domaine-là. Le Congo a 1100 minéraux et métaux précieux différents. 1100. Nous utilisons à peine une trentaine. Le cobalt, le cuivre, le diamant, l'or et consorts, vous comptez à peine une trentaine. Nous avons tout plein de ressources naturelles qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine? Le modèle que nous avons hérité de la colonisation belge. On extrait ces minéraux, on les envoie à l'extérieur, on les transforme à l'extérieur dans l'état fini et on laisse le chômage ici, on transfère les emplois à l'extérieur. Pour vous donner donc un exemple, la métallurgie sidérurgique de Hoboken en Belgique. Prenez le cobalt et le cuivre congolais pour aller les transformer donc en Belgique à des milliers de kilomètres d'ici. Nous voulons inverser cette stratégie. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre chacune de nos matières premières, les transformer en produits finis et produits semi-finis. Avec l'énergie, c'est ça aussi. Mais justement, le facteur qui ne nous permet pas de transformer, le ministre l'a dit, on n'a pas d'électricité. Mais justement, c'est pour ça que nous avons un plan Marshall. Parce qu'au lieu de nous concentrer sur des petits aspects de développement, nous allons d'abord régler les problèmes donc, de l'énergie. Grand Inga a une capacité de production de l'énergie hydroélectrique la plus propre et la moins chère du monde, de 45 000 MW d'électricité. La moins chère. Avec ça, nous pouvons alimenter tous les villages congolais, vendre l'électricité à tous les pays africains et vendre même à l'Europe occidentale. Nous avons manqué de vision. Si nous faisons ce projet-là, qui va coûter 80 milliards de dollars, et nous arrivons à le terminer, ce projet va rapporter à l'entreprise en question, par an, 15 milliards de dollars. Mais Dieu de mes ancêtres, ça c'est un bon projet. C'est un projet très rentable. C'est-à-dire qu'en 8 à 10 ans, nous pouvons récolter, ou même avec les intérêts, même si on allonge ça donc à 15 ans, nous serons en mesure de récupérer donc notre mise, les investissements de départ et de rentabiliser le projet. Et ça va durer pour toujours parce qu'on aura toujours besoin d'électricité. Le problème aujourd'hui que nous avons, c'est que nous avons manqué de vision. Les ressources qu'on pouvait utiliser pour développer, pour attirer le secteur privé, ainsi de suite, ces ressources-là sont détournées. Et en plus de cela, nous nous tirons dans la patte. Pourquoi? En ayant un environnement des affaires le plus désirable du monde. On vient d'avoir le classement fait par Doing Business, qui prépare ce rapport de la Banque mondiale qui classe les différents pays du monde d'après le degré d'attractivité du climat des affaires. La RDC vient de perdre 2 places et nous sommes classés 184e sur 190 pays. Nous sommes pratiquement les derniers de la planète. Quand je suis président de la République, la mise en place d'un environnement des affaires attrayant va être l'une des top priorités parce que je connais que pour attirer des investissements, il faut donner aux investisseurs toutes les facilités. Il faut leur donner un bon environnement des affaires. Dans ce secteur, on l'a fait avec l'ancien code minier, hein, Noël Johnny. Le code minier, vous savez, le code minier dans un environnement de corruption, les gens se moquent de vous. La corruption, pendant qu'on l'a fait avec le code minier, on donnait des ressources comme ça, on jette des ressources donc par la fenêtre. Nous sommes classés par Transparency International comme l'État, l'un des pays les plus corrompus de la planète. Moi, je vais combattre la corruption, mettre en place un bon environnement des affaires, mettre en place un bon environnement des affaires,
donner un bon leadership au pays, installer un système de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, vous savez quoi? La RDC va décoller. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un président éduqué, instruit au palais de la nation, qui sera à mesure d'avoir une vision. Et nous avons cette vision et de la mettre en œuvre avec la participation. Nous n'allons pas terminer sans parler de la place de l'anglais. L'international, c'est ça. Nous avons vu le Rwanda qui a basculé à un moment vers l'anglais, le Cameroun et tout ça. Et pour vous, Noël Tchani, est-ce que l'anglais, on doit l'apprendre ou l'anglais doit devenir la seconde langue en République démocratique officielle? Est-ce que ça va impacter dans le développement de la RDC, l'anglais? Oui, je suis tout à fait favorable à l'introduction de l'anglais comme étant seconde langue officielle dans ce pays. Et lorsque je suis président de la République, nous allons évoluer dans ce sens-là. Je veux que les enfants congolais aient toutes les facilités pour s'épanouir dans la société, non pas simplement congolaise, mais mondiale. Et pour le faire aujourd'hui à l'international. L'anglais, c'est la première langue. Aujourd'hui, à part le chinois et l'arabe aujourd'hui, qui sont aussi importants, donc sur le plan international, l'espagnol, mais l'anglais aujourd'hui est devenu une langue incontournable. Je voudrais vous dire que moi, j'ai voyagé sur près de 85 pays différents. Et vous savez pourquoi je m'en vais dans tous ces pays-là? Parce que j'ai la facilité de la langue. Je peux parler le français, là on parle le français, mais partout, la grande partie des pays du monde parlent l'anglais. Pour peut-être les anglophones qui I would like to tell everybody that I can speak English very comfortably, and everywhere I can go in the world, I can communicate with anyone. So I would like to incite every single Congolese child to take advantage of the opportunity that we will be offering to learn French, but also to learn English so that they can become competitive in the world. Voilà, Jade Lofoli, il faut apprendre l'anglais pour être très très compétitive dans le monde. Nous avons essayé, mais bon, on comprend, j'ai tout compris, mais je ne peux pas vous traduire, j'ai quand même compris l'essentiel. La langue anglaise aujourd'hui est vraiment le moteur aussi qui vous permet de passer partout dans les mailles défilées de plusieurs pays du monde. Merci à Noël Tchani, en tout cas, de nous avoir expliqué ce plan Marshall de Noël Tchani pour le développement de la RDC. Je crois que ce plan sera lu et rélu partout en Afrique. J'ai vu que c'est quand même assez intéressant. C'est préfacé d'ailleurs par l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf, et son successeur, Abdoulaye Wade. Il aime beaucoup ce plan, il l'a lu et il le maîtrise très bien. Et il m'a dit que c'est ça qu'il faut pour la RDC. J'ai été au Sénégal, j'ai été à Dakar, c'est magnifique, on sent vraiment le développement. Et je crois qu'avec les élections qui vont arriver, que le Congolais choisisse utile pour sortir le pays de ce chaos. Merci à Noël Tchani. Pendant que je suis président, nous allons produire les iPhones congolais, les iPads congolais, les ordinateurs congolais, avec les coltans congolais. Et nous allons produire aussi des batteries congolaises avec le cobalt congolais. Tout sera fabriqué ici en RDC. On va créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Voilà, le message est passé. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir. Une autre fois pour un autre international, pour un autre sujet. Vous voyez que la RDC a encore besoin, en tout cas, de connaître, de s'ouvrir pour savoir que nous ne vivons pas en vase clos, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. On se retrouve, mesdames et messieurs, la semaine prochaine. Inch'Allah.